Après avoir lu ceci, vous comprendrez pourquoi tant de relations modernes semblent suivre le même schéma autodestructeur. Vous n'êtes pas fou de remarquer que quelque chose de fondamental a changé dans la manière dont les hommes et les femmes interagissent. Vous percez simplement l'écran de fumée que la culture populaire s'obstine à maintenir. Il existe un phénomène auquel vous avez probablement déjà assisté sans jamais pouvoir le nommer complètement. C'est ce moment précis où une femme qui a toujours tout obtenu par le charme, l'apparence et la manipulation émotionnelle rencontre un homme qui tout simplement ne joue pas à ce jeu. Et que se passe-t-il ensuite? Une réaction en chaîne si prévisible qu'elle semble scénarisée. Préparez-vous, car ce que je vais exposer n'est pas confortable, c'est vrai. La vérité centrale que personne ne veut formuler à voix haute est la suivante. Une part importante des femmes modernes a été conditionnée depuis l'enfance à croire que sa valeur intrinsèque garantit une déférence automatique, des ressources sans réciprocité et une attention inconditionnelle de la part des hommes. Non pas par le mérite, non pas par le caractère, non pas par une contribution réelle, mais simplement par le fait d'exister. Et lorsque ces femmes rencontrent un homme qui n'accepte pas cette équation implicite, lorsqu'elles se heurtent à quelqu'un qui exige réciprocité, responsabilité et valeur authentique, tout leur système d'exploitation émotionnelle s'effondre. Les règles du jeu ont radicalement changé au cours des dernières décennies. Auparavant, les attentes et les obligations étaient symétriques, même si différentes. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où l'on a créé une génération entière convaincue de mériter un traitement de première classe sans rien offrir d'autre que sa présence. Et voici le point crucial. Le système éducatif, les médias de divertissement, les réseaux sociaux et même la structure juridique moderne conspirent, non pas par un plan malveillant, mais par des incitations perverses, pour renforcer cette dynamique dysfonctionnelle. Tous ceux qui profitent des relations superficielles et transactionnelles bénéficient de ce modèle. L'industrie cosmétique, les plateformes de rencontres, l'économie de l'attention numérique. Il y a ici un gouffre entre l'apparence et la réalité. L'apparence est que les femmes modernes sont émancipées, indépendantes et sélectives. La réalité est que beaucoup ont été gâtées au point de devenir relationnellement incompétentes. Quand je parle d'une femme gâtée, je ne parle pas de quelqu'un qui a eu un confort matériel. Je définis quelqu'un qui n'a jamais fait face aux conséquences réelles d'un comportement destructeur, qui n'a jamais développé de réciprocité émotionnelle authentique et qui n'a jamais eu besoin d'offrir une valeur au-delà du superficiel. Reconnaissez-vous ce schéma? C'est la personne qui a toujours eu des parents incapables de dire non, des professeurs intimidés par les plaintes, des prétendants désespérés prêts à accepter n'importe quel comportement. Le résultat est une adulte fonctionnellement incapable de traiter le mot « non » sans l'interpréter comme une attaque existentielle. Et quand un vrai homme apparaît, quelqu'un qui n'est pas impressionné par les jeux émotionnels, qui maintient ses standards, qui exige une réciprocité authentique, quelque chose de fascinant se produit. Elle ne sait pas comment gérer ça. Personne n'a jamais réagi comme ça avant. Tout l'arsenal qui a toujours fonctionné parfaitement devient soudainement complètement inefficace. Un vrai homme ne se définit pas par ce qu'il fournit matériellement, mais par sa volonté de retirer son attention et ses ressources en l'absence de réciprocité. Imaginez-vous dans un scénario courant. Vous commencez une relation et vous réalisez que toute l'initiative vient de vous. Vous planifiez les rendez-vous, vous payez les factures, vous passez les appels, vous maintenez la conversation, vous résolvez les problèmes. Et de l'autre côté, juste une présence passive. Que se passe-t-il lorsque vous réduisez stratégiquement cet investissement pour tester la réciprocité? Dans une relation saine, l'autre personne compense naturellement. Dans une relation avec quelqu'un de gâté, vous recevez de l'indignation, des accusations de ne pas être assez attentionné ou simplement un abandon parce qu'il n'y a jamais eu d'investissement réel de sa part. Le calcul relationnel ici est brutal. Si vous devez faire 100% du travail émotionnel pour maintenir quelque chose, vous n'avez pas une relation, vous avez un travail non rémunéré. Votre grand-père pouvait s'attendre à démontrer sa valeur par le travail acharné et l'approvisionnement, parce qu'il existait un contrat social implicite de réciprocité domestique, de stabilité émotionnelle et de partenariat authentique. Aujourd'hui, on attend de vous que vous démontriez le même niveau d'approvisionnement tout en recevant une fraction de la réciprocité et on vous traite d'insécure si vous remettez en question cette asymétrie.
Le schéma identifiable que vous reconnaîtrez est le suivant. Plus vous en faites pour quelqu'un habitué à recevoir sans donner, moins vous êtes valorisé. Ce n'est pas de l'ingratitude individuelle, c'est un conditionnement systémique. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne en pratique avec un exemple précis. Vous sortez avec quelqu'un depuis quelques mois. C'est toujours vous qui prenez contact, qui envoyez le premier message de la journée, qui demandez comment s'est passée sa journée, qui initiez les conversations plus profondes. C'est toujours vous qui planifiez les activités, en cherchant des restaurants, en achetant les billets à l'avance, en pensant à des expériences qu'elle appréciera. C'est toujours vous qui vous adaptez à son emploi du temps, en annulant vos propres engagements, en réorganisant vos heures de travail, en reportant le temps avec vos amis. C'est toujours vous qui cédez lors des désaccords, en ravalant vos propres préférences sur le film à voir, le restaurant ou dîner, la façon de passer le week-end. Et peu à peu, vous commencez à sentir un poids sur la poitrine, une petite voix qui murmure que quelque chose ne va fondamentalement pas. Alors vous décidez de tester la dynamique. C'est un test simple, d'une clarté presque scientifique. Vous n'envoyez pas de message en premier pendant quelques jours, juste ça. Vous continuez votre vie normalement, mais vous retirez l'initiative constante que vous mainteniez. Ce qui se passe dans les jours suivants révèle tout, ce que vous devez savoir. Si elle est sincèrement investie, la réponse est naturelle et organique. Elle prendra contact spontanément, peut-être en demandant si tout va bien, en remarquant le changement de schéma. Elle initiera des projets parce qu'elle veut passer du temps avec vous, pas parce qu'elle est habituée à être divertie. Elle démontrera par des actions que la relation compte pour elle autant que pour vous. Mais si elle a été gâtée au point de la dysfonction relationnelle, vous observerez l'une des 3 réactions révélatrices. Première possibilité, elle ne prend tout simplement pas contact et attend que vous repreniez votre schéma normal de poursuite. Les jours passent, 1, 2, 3, 4 jours de silence. Elle n'est pas inquiète, pas curieuse, pas assez investie pour briser le schéma. Elle suppose simplement que vous finirez par revenir, car tout le monde revient toujours. Deuxième possibilité, elle prend contact, mais seulement pour exprimer son indignation face à votre manque d'attention. Le message n'est pas « tu m'as manqué » ou « est-ce que tout va bien ?» C'est « pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» ou « tu m'ignores » ou « je pensais que tu tenais plus à moi ». Vous voyez la différence. Ce n'est pas de l'inquiétude pour vous, c'est de l'irritation parce que vous ne remplissez pas votre fonction. Troisième possibilité, peut-être la plus révélatrice de toutes. Elle disparaît complètement, car il n'y a jamais eu d'investissement émotionnel réel, seulement un profit de la commodité. Vous cessez de prendre l'initiative et la relation s'évapore comme si elle n'avait jamais existé. Parce que pour elle, vous n'étiez jamais une personne, vous étiez une fonction. Et les fonctions sont remplaçables. Laquelle de ces réactions révèle le vrai caractère? Les 3 le révèlent. Toutes démontrent une absence totale de réciprocité. Chacune est une variation du même thème fondamental. Vous investissiez dans quelque chose d'unilatéral, construisant seul un pont qui n'aurait jamais été rejoint de l'autre côté. C'est ici que ça devient intéressant. La personne gâtée ne peut pas traiter cette situation comme un retour légitime sur son comportement. Au lieu de cela, elle la traite comme un manquement de votre part à vos obligations implicites. Vous ne remplissez pas votre rôle de pourvoyeur d'attention, de validation et de ressources. Comment osez-vous retirer ces services? Voyez-vous l'inversion absurde ici? La personne qui ne contribue en rien d'autre qu'une présence passive est offensée parce que vous avez osé vous demander s'il y avait une réelle réciprocité. C'est l'inflation économique appliquée aux relations. Auparavant, l'attention masculine avait de la valeur car elle était offerte sélectivement aux femmes qui démontraient une valeur complémentaire. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux et la culture de la validation constante, l'attention masculine a été dévaluée au point d'être considérée comme une denrée que toute femme mérite automatiquement, indépendamment de son comportement ou de sa contribution. Et voici le test ultime qui prouve tout cela. Demandez-vous, si j'arrêtais complètement de prendre l'initiative, de planifier des rendez-vous, de résoudre des problèmes, de fournir un divertissement émotionnel, combien de temps faudrait-il pour que cette personne se rende compte que quelque chose a changé? Et quand elle s'en rendra compte, quelle sera sa réaction? Une inquiétude sincère pour mon bien-être? Une réflexion sur un possible manque de réciprocité de sa part? Une initiative pour rétablir l'équilibre? Ou simplement la recherche d'un remplacement immédiat parce que j'ai cessé de remplir ma fonction utilitaire?
La réponse à ces questions révèle si vous avez une partenaire ou une parasite émotionnelle. Cela semble dur, tant mieux. La vérité semble souvent dure lorsqu'elle contredit les illusions confortables que vous entreteniez. Maintenant, allons plus loin. Les femmes gâtées interprètent les limites saines comme un rejet personnel, car elles n'ont jamais développé la capacité d'autorégulation émotionnelle. Considérez le cas d'un homme qui dit simplement non à une demande irrationnelle ou refuse de tolérer le manque de respect. Dans une dynamique saine, cela est traité comme la communication de limites. Dans une dynamique avec quelqu'un de gâté, cela déclenche une escalade dramatique. Des pleurs manipulateurs, des accusations de manque d'amour, des menaces voilées d'abandon, une campagne de victimisation sociale. Pourquoi? Parce que durant toute sa formation émotionnelle, les limites n'ont jamais été appliquées. Des parents qui ne pouvaient pas dire non, des professeurs intimidés par les plaintes, des prétendants désespérés prêts à accepter n'importe quel comportement. Le résultat est une adulte fonctionnellement incapable de traiter le mot non, sans l'interpréter comme une attaque existentielle. J'ai récemment traité une situation qui illustre parfaitement ce schéma. Un homme a fixé une limite simple et raisonnable, ne pas accepter d'être constamment interrompu pendant les conversations. Pensez-y un instant. Il demandait juste le respect élémentaire de pouvoir terminer ses phrases, de voir ses mots entendus sans être coupés toutes les 10 secondes. C'est le genre de politesse que nous enseignons aux enfants de 5 ans. N'interromps pas quand quelqu'un parle. Basique, non? La réaction de sa partenaire fut absolument révélatrice. Elle n'a pas dit « Tu as raison, désolé, je vais y travailler ». Elle n'a pas réfléchi à son comportement. Au lieu de cela, elle a interprété cette demande élémentaire de respect comme une tentative de la faire taire, de contrôler son expression, d'invalider ses sentiments. En quelques minutes, elle a transformé une simple demande de respect conversationnel en un récit élaboré d'oppression. Soudain, il était l'oppresseur essayant d'étouffer sa voix authentique. Et vous savez quelle a été la partie la plus révélatrice de toute cette situation? Quand il lui a demandé, en gardant son calme, si elle accepterait d'être constamment interrompue de la même manière, il y a eu un moment de silence. On pouvait voir la dissonance cognitive se produire en temps réel. Elle a fait une pause, a réfléchi, puis a admis, presque à contre-cœur, que oui, elle trouverait cela irrespectueux s'il lui faisait la même chose. Elle pouvait reconnaître objectivement que les interruptions constantes sont irrespectueuses. Mais quand c'est elle qui le fait, c'est juste une expression émotionnelle authentique, une spontanéité sincère, une communication passionnée. Quand il lui demande d'arrêter, quand il ose suggérer qu'elle fasse preuve du même respect élémentaire qu'elle exige, cela devient soudain un contrôle abusif. Voyez-vous la symétrie normative ici? Le même comportement reçoit des évaluations morales complètement différentes selon qui l'exécute. Quand elle interrompt, c'est de l'authenticité. Quand il demande le respect, c'est de l'oppression. Ce n'est ni un accident ni un cas isolé. C'est exactement comme cela que le système des relations modernes fonctionne pour en favoriser certains, tout en exploitant systématiquement d'autres. Les règles sont différentes, les standards sont différents. Et l'on attend de vous que vous acceptiez cette disparité sans la remettre en question. L'analyse coût-bénéfice de ce schéma est dévastatrice. Maintenir une relation avec une telle personne signifie une érosion continue de votre intégrité personnelle, car vous devrez choisir entre vos limites et la paix momentanée obtenue par la capitulation. Chaque fois que vous cédez à une demande irrationnelle pour éviter un drame, vous enseignez que le drame fonctionne. Chaque fois que vous tolérez le manque de respect pour maintenir une harmonie superficielle, vous communiquez que le manque de respect est acceptable. Chaque fois que vous sacrifiez votre bien-être pour accommoder sa dysfonction émotionnelle, vous renforcez l'idée que sa dysfonction émotionnelle est votre responsabilité à gérer. C'est du conditionnement opérant de base. Un comportement récompensé est un comportement répété, et vous récompensez exactement les comportements qui rendent une relation insoutenable à long terme. Dans le passé, les communautés renforçaient les conséquences sociales pour un comportement manipulateur. Si une femme traitait son partenaire avec un manque de respect constant, il y avait de réelles répercussions sociales. La famille interviendrait. Les amis offriraient un retour honnête. La communauté religieuse fournirait une orientation morale. Aujourd'hui, ce même comportement est souvent validé comme une expression émotionnelle authentique ou même célébré comme de l'émancipation. Avez-vous déjà remarqué comment le même comportement qui serait qualifié d'abusif venant d'un homme
est étiqueté comme de l'émancipation venant d'une femme. Un homme qui crie, contrôle, manipule émotionnellement, un abuseur. Une femme qui crie, contrôle, manipule émotionnellement, elle est juste assertive, elle exprime ses besoins, elle fixe ses limites. Le langage utilisé pour décrire des comportements identiques change complètement en fonction du genre de celui qui les exécute. Voici une expérience de pensée que vous devez faire. Imaginez une relation où l'homme traite la femme exactement de la manière dont une femme gâtée typique traite un homme. Il ne prend jamais l'initiative du contact, sauf s'il a besoin de quelque chose. Il s'attend à ce qu'elle devine ses besoins et s'offusque quand elle ne le fait pas correctement. Il dramatise émotionnellement chaque fois qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Il refuse toute responsabilité pour ses actions et blâme toujours des facteurs externes. Il exige une attention constante, mais offre peu de réciprocité émotionnelle. Il utilise les pleurs et la victimisation pour manipuler pendant les conflits. Quel serait le diagnostic universel? Narcissique, manipulateur, émotionnellement abusif, immature. Mais quand une femme fait exactement la même chose, elle a juste besoin d'un homme qui comprenne ses besoins émotionnels complexes. Elle exprime simplement une vulnérabilité authentique. Elle a juste besoin de validation et de sécurité. Vous rendez-vous compte comment les mêmes comportements reçoivent des étiquettes complètement différentes? Quand un vrai homme fixe des limites fermes, il n'est pas contrôlant, il lui offre quelque chose qu'elle n'a jamais reçu, la structure nécessaire à la croissance émotionnelle adulte. Il y a une différence fondamentale entre le contrôle abusif et les limites saines que beaucoup de gens confondent délibérément. Le contrôle abusif vise à restreindre l'autonomie de l'autre personne, à l'isoler, à surveiller chacun de ses mouvements, à punir son indépendance. Les limites saines visent à protéger votre propre intégrité, à communiquer ce que vous acceptez et n'acceptez pas, à maintenir des standards sur la manière dont vous permettez qu'on vous traite. Une personne gâtée ne peut pas faire la distinction, parce que pour elle, tout ce qui l'empêche de faire ce qu'elle veut est perçu comme de l'oppression. C'est une mentalité d'enfant dans un corps d'adulte. Un enfant voit toute limite comme une injustice parce qu'il n'a pas encore développé la capacité de comprendre que les limites sont nécessaires au fonctionnement social sain. Et voici la partie que personne ne veut admettre. Lorsque vous fixez une limite ferme avec quelqu'un de gâté et qu'elle a un effondrement émotionnel massif, ce n'est pas la preuve que vous avez été trop dur. C'est la preuve qu'elle n'a jamais développé la résilience émotionnelle de base nécessaire aux relations adultes. Vous n'avez pas causé l'effondrement. Vous avez seulement exposé une fragilité qui a toujours existé, mais qui était cachée par la capitulation constante des autres. C'est comme une structure qui semble solide jusqu'à ce que vous appliquiez une pression et découvriez que ce n'est qu'une façade soutenue par rien. L'effondrement dramatique ne se produit pas parce que vous avez été cruel. Il se produit parce qu'elle n'a jamais été forcée à développer la capacité de gérer un inconfort émotionnel minime. Et maintenant, vous voyez en temps réel ce qui se passe quand quelqu'un qui n'a jamais fait face au mot non-rencontre, quelqu'un qui dit non confortablement. La simple existence d'un homme qui n'est pas impressionné par les jeux émotionnels provoque une crise existentielle profonde chez les femmes habituées à utiliser la manipulation comme principal outil relationnel. J'ai récemment observé ce schéma se répéter avec une constance presque scientifique. Une femme habituée à contrôler les relations par des menaces émotionnelles, des drames fabriqués ou un retrait stratégique de l'affection rencontre un homme qui ne réagit tout simplement pas comme prévu. Imaginez la scène. Elle fait ce qu'elle a toujours fait. Peut-être qu'elle mentionne nonchalamment un ex qui a repris contact. Peut-être qu'elle reste quelques jours sans répondre aux messages. Peut-être qu'elle crée un problème à partir de rien et observe ensuite comment il réagit. Ce sont des tests, des tactiques qui ont parfaitement fonctionné dans ses relations précédentes. Les hommes précédents auraient supplié pour avoir son attention, l'auraient poursuivi désespérément, auraient paniqué à l'idée de la perdre. Mais cet homme, il ne supplie pas, il ne poursuit pas, il ne panique pas. Il continue simplement sa vie, ses standards, sa paix intérieure. Il peut même répondre par un simple « ok » ou « je comprends » et continuer sa journée. Il n'y a pas de drame correspondant, pas de réaction émotionnelle exagérée, juste un calme imperturbable. Et que se passe-t-il à ce moment-là? D'abord vient l'escalade. C'est une réponse presque automatique, un schéma si profondément ancré qu'il se produit sans pensée consciente.
Elle augmente l'intensité de la manipulation, espérant briser sa résistance. Les pleurs deviennent plus dramatiques, plus fréquents, plus publiquement affichés. Les accusations deviennent plus sévères, plus personnelles, plus conçues pour blesser. Les menaces deviennent plus directes. Peut-être qu'on devrait faire une pause. Je ne sais pas si ça fonctionne. Peut-être que tu n'es pas l'homme que je pensais que tu étais. Elle double essentiellement la mise, convaincue que si elle augmente suffisamment la pression émotionnelle, si elle applique un couple psychologique suffisant, il finira par craquer et céder comme tous les autres l'ont toujours fait. Parce que cela a toujours fonctionné avant. Toujours. Mais quand cela échoue, quand il reste complètement imperturbable, alors vient la confusion authentique. Personne n'a jamais réagi comme ça avant. Tout son modèle mental du fonctionnement des relations est contredit par la réalité observable. Elle n'a littéralement aucun script pour cette situation. C'est comme un logiciel essayant de fonctionner sur un système d'exploitation incompatible. Toutes les tactiques qui ont toujours parfaitement fonctionné échouent complètement. Et cela crée une crise existentielle car toute son identité a été construite sur la base d'obtenir ce qu'elle veut par la manipulation émotionnelle. Si cela ne fonctionne plus, qui est-elle? Qu'offre-t-elle? Comment maintient-elle l'attention et les ressources qui affluent dans sa direction? Ces questions forcent une confrontation avec un vide fondamental qui a toujours existé mais qui a été masqué par l'efficacité manipulatrice. Finalement, un choix binaire. Soit elle grandit émotionnellement et apprend la réciprocité authentique, soit elle part à la recherche de quelqu'un de plus facilement manipulable. Et voici la partie triste. La majorité choisit la deuxième option. Pourquoi? Parce que la croissance authentique demande un travail acharné, une confrontation avec ses propres échecs, le développement de compétences réelles, la construction d'une valeur légitime. Il est beaucoup plus facile de simplement trouver le prochain homme désespéré, prêt à accepter des miettes émotionnelles, tout en fournissant un approvisionnement total. Le marché des relations modernes regorge d'hommes si en manque d'affection et de validation féminine qu'ils accepteront pratiquement n'importe quel comportement d'une femme qui montre un intérêt minimal. Alors pourquoi ferait-elle le dur travail de développement personnel quand elle peut simplement changer de cible? Le calcul ici est simple. La manipulation ne fonctionne que lorsque l'autre personne valorise votre approbation plus que sa propre intégrité. Quand un homme démontre qu'il est complètement à l'aise sans sa présence, tout l'arsenal manipulateur perd instantanément son efficacité. C'est comme essayer d'utiliser une monnaie qui a été dévaluée au point de n'avoir aucun pouvoir d'achat. Elle peut pleurer, crier, menacer, se victimiser. Tout cela perd son impact quand il ne se soucie sincèrement pas de savoir si elle reste ou part. Et c'est terrifiant pour quelqu'un dont la seule monnaie d'échange a toujours été la capacité de manipuler émotionnellement. Soudain, elle est en faillite dans une économie relationnelle qui n'accepte plus son moyen de paiement. Comparé avec la dynamique des générations précédentes, et le contraste est absolument saisissant. Autrefois, la dépendance économique mutuelle créait une puissante incitation structurelle à développer de véritables compétences relationnelles. La femme dépendait de l'homme pour l'approvisionnement matériel, pour la sécurité économique, pour la stabilité financière de la famille. L'homme dépendait de la femme pour la gestion domestique, l'éducation des enfants, l'entretien du foyer, le tissage du réseau social qui soutenait la famille. Cette interdépendance n'était pas seulement romantique, elle était fonctionnelle et essentielle. Et ce besoin mutuel forçait les deux parties à développer une capacité réelle de coopération, de véritables compétences de compromis, une compétence dans le partenariat à long terme. Aucun des deux ne pouvait simplement partir quand la relation devenait difficile, quand un conflit surgissait, quand la passion initiale s'estompait. Les coups de sortie étaient bien trop prohibitifs, les conséquences sociales et économiques bien trop sévères. Alors que se passait-il? Ils étaient forcés de développer les outils émotionnels nécessaires pour que ça marche. Ils apprenaient à résoudre les conflits de manière constructive plutôt que destructive. Ils développaient la capacité de pardonner les transgressions parce que le divorce n'était pas une option viable. Ils cultivèrent la compétence de maintenir un engagement à long terme à travers les périodes difficiles, les défis financiers, les crises familiales, l'ennui inévitable qui vient avec des décennies passées ensemble. Aujourd'hui, la sécurité économique indépendante a complètement supprimé cette incitation structurelle. Les femmes n'ont pas besoin des hommes pour leur survie économique.
Les hommes n'ont pas besoin des femmes pour la gestion domestique. Et sans ce besoin pratique forçant le développement de la compétence relationnelle, beaucoup de gens ne développent tout simplement jamais une réelle capacité de partenariat. Pourquoi investir le dur travail d'apprendre à surmonter les difficultés, à développer la patience, à cultiver l'engagement, quand on peut simplement swiper vers la prochaine option sur l'écran de son téléphone? Pourquoi faire une thérapie de couple, une communication difficile, une introspection douloureuse quand on peut rompre aujourd'hui et avoir 15 nouvelles correspondances demain? Pouvez-vous identifier ce schéma dans les relations autour de vous? Combien de fois avez-vous vu quelqu'un devenir de plus en plus dramatique et destructeur simplement parce que l'autre personne refusait de jouer le jeu émotionnel? Combien de fois avez-vous été témoin d'une escalade absurde où quelqu'un transforme un désaccord mineur en crise existentielle parce qu'il n'obtient pas une capitulation immédiate? Combien de fois avez-vous observé une personne inventer littéralement des problèmes et créer du drame à partir de rien parce que la relation était trop stable et qu'elle avait besoin de rétablir le contrôle par le chaos? Ce n'est pas un comportement aléatoire. C'est un schéma systématique de personnes qui ont appris que le drame attire l'attention et que l'attention est la seule forme de valeur qu'elles savent générer. Voici le test simple qui prouve ce point. Si le retrait de votre attention et de votre validation provoque un effondrement total, vous n'aviez pas une relation, vous aviez un dépendant émotionnel. Une relation authentique est basée sur une valeur mutuelle, un respect réciproque, une croissance partagée. Les deux personnes sont améliorées par la présence de l'autre, mais sont fonctionnellement capables d'exister indépendamment. La dépendance émotionnelle est basée sur une personne extrayant de la valeur de l'autre sans réciprocité réelle. Et quand la source d'extraction est supprimée, l'effondrement est immédiat, car il n'y a jamais eu de fondation solide, juste un parasitisme émotionnel temporairement toléré. Les hommes qui refusent la manipulation ne sont pas émotionnellement indisponibles. Ils sont émotionnellement assez matures pour reconnaître la toxicité. La responsabilité personnelle est la kryptonite du sentiment que tout nous est dû. Imaginez un scénario où des problèmes surgissent dans la relation. Un vrai homme examinera sa contribution, identifiera les schémas destructeurs et apportera des changements comportementaux concrets. Une personne gâtée cherchera une validation externe qui confirme qu'elle est une victime, blâmera des facteurs externes et exigera que l'autre change pendant qu'elle reste exactement la même. J'ai analysé d'innombrables situations où le schéma est identique. Face à des preuves claires d'un comportement destructeur, la réponse n'est pas la réflexion, c'est la déviation. Peu importe à quel point son comportement est objectivement problématique, il y a toujours une raison externe qui l'absout de toute responsabilité. Vous n'avez pas accordé assez d'attention. Vous n'avez pas validé ses sentiments. Vous n'avez pas deviné ses besoins non communiqués. Vous travaillez trop. Vous ne travaillez pas assez. Vous êtes trop logique. Vous êtes trop émotif. Littéralement, n'importe laquelle de vos caractéristiques peut être transformée en justification pour son comportement problématique. C'est une masterclass dans l'évitement des responsabilités. Et le plus fascinant est la manière dont cela est exécuté avec une conviction sincère. Elle croit vraiment qu'elle n'est pas responsable. Elle a complètement intériorisé un récit de victimisation perpétuelle où tous les échecs relationnels sont le résultat de l'inadéquation des autres, jamais de la sienne. Ce n'est pas nécessairement de la malhonnêteté consciente. C'est une auto-illusion si profonde qu'elle est devenue sa réalité subjective. Quand on vit toute une vie sans faire face à de réelles conséquences, quand il y a toujours quelqu'un à blâmer et toujours une échappatoire à la responsabilité, on développe une illusion sincère que les problèmes ne sont jamais de notre faute. C'est une distorsion cognitive, massive, mais elle est complètement sincère. La comparaison temporelle est révélatrice. Les générations précédentes ont été élevées avec des conséquences claires pour leurs actions. Tu as cassé quelque chose, tu le répares ou tu le paies. Tu as blessé quelqu'un, tu présentes des excuses sincères et tu changes de comportement. Tu as fait un mauvais choix, tu vis avec les résultats et tu apprends. Aujourd'hui, nous avons grandi dans une culture qui enseigne que les sentiments justifient n'importe quel comportement et que la responsabilité personnelle est une oppression. Vous pouvez traiter quelqu'un horriblement, mais si vous vous sentiez mal à ce moment-là, votre comportement est justifié. Vous pouvez faire des choix destructeurs à plusieurs reprises,
Mais blâmer un traumatisme passé, l'anxiété, la dépression, n'importe quel diagnostic psychologique qui vous absout de devoir changer. Vous pouvez faillir à toutes vos responsabilités de base, mais appelez cela du self-care lorsque vous privilégiez le confort immédiat aux obligations à long terme. Le schéma identifiable. Plus quelqu'un parle de ses droits dans une relation, moins il est probable que cette personne remplisse ses responsabilités. Les droits sans responsabilité, c'est la définition même du sentiment que tout nous est dû. Vous avez droit au respect, certainement, mais seulement si vous offrez le respect. Vous avez droit à la loyauté, absolument, mais seulement si vous démontrez de la loyauté. Vous avez droit à un soutien émotionnel, bien sûr, mais seulement si vous fournissez un soutien émotionnel. Les relations sont des systèmes d'échange réciproques. Quand une personne ne fait qu'extraire des droits sans remplir les responsabilités correspondantes, le système s'effondre inévitablement. Mais la personne gâtée a été conditionnée à croire que les droits sont absolus, tandis que les responsabilités sont facultatives, voire oppressives. Voici le paradoxe que vous devez comprendre. Plus vous tolérez le manque de responsabilité, plus vous encouragez le comportement irresponsable. Exiger la responsabilité n'est pas de la cruauté, c'est le seul chemin vers une croissance authentique. Quand vous trouvez constamment des excuses pour le comportement destructeur de quelqu'un, quand vous absorbez les conséquences qui devraient lui incomber, quand vous lui permettez d'éviter la responsabilité par la victimisation, vous n'êtes pas compatissant. Vous êtes un facilitateur. Vous l'empêchez activement de développer la maturité émotionnelle nécessaire pour fonctionner comme une adulte dans des relations saines. C'est l'équivalent relationnel de donner de l'argent à un toxicomane. Vous pouvez penser que vous l'aidez, mais vous ne faites que prolonger la dysfonction. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Quand vous arrêtez enfin de faire cela, quand vous commencez à imposer des conséquences naturelles à son comportement, quand vous exigez une responsabilité authentique, la réponse initiale est toujours une amplification du comportement problématique. Elle teste les limites que vous avez établies. Elle intensifie le drame pour voir si vous allez craquer. Elle utilise toute la manipulation de son arsenal pour vous faire revenir à l'ancien schéma de tolérance sans fin. Pourquoi? Parce que ça a marché avant. Et un comportement qui a été renforcé pendant des années ne disparaît pas immédiatement lorsque vous changez de réponse. En fait, il s'aggrave initialement avant de s'améliorer. C'est un concept psychologique appelé pic d'extinction. Lorsque le renforcement d'un comportement est supprimé, le comportement s'intensifie temporairement avant de finalement disparaître. Donc, si vous imposez la responsabilité pour la première fois et qu'elle réagit avec une fureur disproportionnée, cela ne signifie pas que vous avez tort. Cela signifie que vous êtes sur la bonne voie, mais que vous devez rester ferme pendant la tempête. Les hommes qui exigent que leur partenaire assume la responsabilité de leurs actions ne sont pas insensibles. Ils sont les seuls à offrir une réelle opportunité de maturité émotionnelle. Laissez-moi être absolument clair à ce sujet. Lorsque vous permettez à quelqu'un de faire face aux conséquences naturelles de ses choix, lorsque vous refusez d'être un bouclier entre elle et la réalité, lorsque vous cessez de faire le travail émotionnel qui devrait être sa responsabilité, vous faites la chose la plus aimante possible à long terme. À court terme, elle va vous détester. Elle vous accusera d'être froid, cruel, insensible. Elle dira que vous avez changé, que vous n'êtes plus l'homme qu'elle a connu. Et techniquement, elle a raison. Vous avez changé. Vous avez cessé d'être un paillasson émotionnel et avez commencé à être un partenaire qui exige la réciprocité. C'est une évolution, pas une régression. Mais voici la dure vérité. La plupart des personnes gâtées n'accepteront pas cette opportunité de croissance. Elles partiront tout simplement. Et vous devez être complètement en paix avec cela. Parce que l'alternative est de continuer une relation où vous sacrifiez perpétuellement votre intégrité, votre paix, votre bien-être pour accommoder la dysfonction émotionnelle d'une autre personne. Ce n'est pas une relation, c'est une lente auto-immolation. Et rien de ce que vous ferez ne changera quelqu'un qui ne veut pas changer. Vous pouvez être parfait, patient, compréhensif. Rien de tout cela ne forcera la croissance chez quelqu'un qui s'est engagé dans la stagnation. Votre seul contrôle est sur le temps que vous êtes prêt à participer à la dynamique destructive avant de reconnaître que vous gaspillez des ressources finies dans un investissement qui ne rapportera jamais rien. Le véritable empowerment se démontre par la capacité, non par les exigences. Voulez-vous connaître la vraie différence entre une femme émancipée et une femme gâtée?
L'une construit de la valeur par la compétence, les aptitudes, le caractère et la contribution tangible. L'autre exige la reconnaissance d'une valeur basée purement sur l'identité et les attentes culturelles. J'ai observé que les femmes véritablement émancipées n'ont pas besoin d'annoncer constamment leur valeur. Elles la démontrent par leurs actions. Elles contribuent aux relations de manière tangible. Elles résolvent les problèmes au lieu de simplement les identifier. Elles assument la responsabilité de leur bonheur au lieu de la déléguer à un partenaire. Elles offrent un soutien émotionnel réel, pas seulement l'attente de recevoir du soutien. Elles apportent des compétences pratiques, des perspectives intéressantes, une énergie positive. Elles sont additives, pas soustractives. Comparez cela au schéma de la femme gâtée, une demande constante de validation, une attente d'un traitement spécial sans justification, une offense prise en l'absence de déférence automatique. C'est la personne qui parle sans cesse de la valeur qu'elle apporte, tout en ne démontrant rien de tangible. C'est celle qui exige que vous la traitiez comme une reine alors qu'elle vous traite comme un serviteur. C'est la femme qui attend un approvisionnement total tout en offrant une compagnie minimale. C'est la personne dont le seul argument pour que vous la valorisiez est qu'elle existe et que vous devriez être reconnaissant de son attention. Voyez-vous à quel point c'est fondamentalement infantile? Les enfants sont valorisés simplement parce qu'ils existent, car ils sont des dépendants sans défense. Les adultes sont valorisés pour ce qu'ils contribuent. La femme gâtée n'a jamais fait la transition de la première mentalité à la seconde. L'analyse coût-bénéfice est limpide. Une relation avec quelqu'un de véritablement capable multiplie la valeur des deux parties. Vous avez une partenaire qui apporte des compétences complémentaires, qui contribue aux objectifs communs, qui améliore votre vie par sa présence active. Une relation avec quelqu'un qui ne fait que demander draine les ressources sans retour. Vous avez une personne qui ne fait que consommer, jamais produire, qui ne fait que prendre, jamais donner, qui ne fait qu'exiger, jamais offrir. C'est un trou noir émotionnel et financier déguisé en relation. Et plus vous le nourrissez, plus il devient affamé, car les exigences augmentent proportionnellement à votre volonté de les satisfaire. Il n'y a jamais de point de satiété où elle est satisfaite. Il n'y a qu'une escalade infinie d'attentes que vous ne pourrez jamais entièrement combler. Dans le passé, la valeur devait être démontrée concrètement parce que les communautés étaient assez petites pour une responsabilité sociale réelle et immédiate. Tout le monde connaissait tout le monde. On grandissait dans la même ville, on fréquentait la même église, nos familles se connaissaient depuis des générations. La réputation n'était pas un concept abstrait, c'était une monnaie sociale tangible qui affectait chaque aspect de votre vie. Vous ne pouviez pas simplement fabriquer une fausse personnalité et déménager dans une nouvelle communauté lorsque la précédente s'effondrait sous le poids de ses propres contradictions. Dans ce contexte, les gens étaient forcés de développer une substance réelle et vérifiable. Les femmes développaient des compétences domestiques observables, cuisiner, coudre, gérer efficacement un foyer, élever des enfants avec compétence. Les hommes développaient une capacité de contribution économique mesurable, des métiers spécifiques, un travail physique, un approvisionnement fiable. Et tous développaient un caractère qui était prouvé non par des déclarations sur les réseaux sociaux, mais par des actions cohérentes observées au fil des ans et des décennies. Si vous disiez que vous étiez une personne de confiance, mais que vous ne teniez pas vos promesses, tout le monde le savait. Si vous vous présentiez comme vertueux, mais agissiez de manière égoïste, votre réputation reflétait la réalité, pas l'image que vous essayiez de projeter. Aujourd'hui, vous pouvez fabriquer une personnalité complètement fictive sur les réseaux sociaux, recevoir la validation de milliers d'inconnus qui ne vous connaîtront jamais vraiment, et ne jamais développer de substance authentique derrière la façade. Vous pouvez avoir 10 000 abonnés sur Instagram qui ne savent rien de votre vrai caractère, de vos vraies capacités, de vos vraies contributions. Mais leur validation superficielle, les likes, les commentaires, les cœurs, renforcent l'illusion que vous avez une valeur réelle. Vous pouvez poster des photos soigneusement choisies et retouchées qui présentent une version complètement fictive de vous. La photo vous montre à la salle de sport, mais ne montre pas que vous y êtes allé une fois en 6 mois juste pour la photo. La photo vous montre dans un restaurant cher, mais ne montre pas que vous êtes endetté pour maintenir les apparences. La photo vous montre souriant parfaitement, mais ne montre pas l'anxiété, la dépression et le vide que vous ressentez quand les caméras s'éteignent.
Et lorsque la réalité ne correspond inévitablement pas à la fiction soigneusement construite, lorsque quelqu'un vous rencontre en personne et remarque l'écart, vous bloquez simplement cette personne, supprimez le commentaire, éliminez la preuve qui contredit le récit que vous vendez. Faites cette expérience de pensée. Si vous retirez complètement l'apparence physique de l'équation, que reste-t-il? Si la réponse est peu ou rien, des compétences limitées, des perspectives superficielles, une contribution minimale, une personnalité désagréable, alors vous regardez quelqu'un qui a construit toute son identité sur une fondation superficielle. Et voici le problème avec les fondations superficielles. Elles sont par nature temporaires. L'apparence physique se détériore, la jeunesse disparaît. Et quand cela arrive, s'il n'y a rien de substantiel en dessous, la valeur perçue s'évapore complètement. C'est pourquoi vous voyez tant de femmes entrer en crise existentielle lorsqu'elles commencent à vieillir. Elles ont investi exclusivement dans un actif qui se déprécie et n'ont jamais développé les actifs qui s'apprécient avec le temps. La sagesse, les compétences, le caractère, la capacité relationnelle authentique. Les hommes qui valorisent la capacité plutôt que l'apparence ne sont pas superficiels. Ils sont les seuls assez profonds pour reconnaître la vraie valeur. La culture moderne essaiera de vous convaincre qu'un homme qui privilégie l'apparence physique est superficiel, tandis qu'un homme qui privilégie d'autres qualités est peu sûr de lui. C'est une inversion complète de la réalité. Un homme qui ne se soucie que de l'apparence est en fait superficiel car il privilégie la caractéristique la moins importante et la plus temporaire. Mais un homme qui valorise l'intelligence, la compétence, le caractère, la contribution, cet homme privilégie les caractéristiques qui comptent vraiment pour un partenariat à long terme. Cet homme est profond, pas superficiel. Mais le système moderne punit cela parce que le système moderne profite de la superficialité. Pensez-y. Toute une industrie existe pour vendre des produits qui promettent d'améliorer l'apparence. Cosmétiques, vêtements, procédures, esthétique, fitness axé uniquement sur l'esthétique. Ces industries profitent lorsque les gens croient que l'apparence est la valeur principale. Si les gens commençaient à valoriser la substance plutôt que la surface, ces industries perdraient des milliards. Il y a donc une incitation économique massive à maintenir l'accent culturel sur l'apparence plutôt que sur la capacité. Il y a une campagne de propagande constante pour convaincre les femmes qu'être belle est suffisant. Et pour convaincre les hommes qu'exiger plus que l'apparence, c'est être trop exigeant. C'est un système de contrôle psychologique et économique qui profite aux entreprises tout en nuisant aux relations authentiques. La réaction à l'adversité révèle le vrai caractère et expose ceux qui ont été gâtés au-delà de la capacité fonctionnelle. Considérez comment différentes personnes réagissent lorsque les relations sont confrontées à de réelles difficultés. Les personnes ayant développé une résilience font face aux défis comme à des problèmes à résoudre en collaboration. Les personnes gâtées voient les défis comme des injustices personnelles que les autres doivent corriger pour elles. J'ai suivi des situations où la simple perte de confort temporaire, le stress financier, la maladie, un conflit familial, a révélé une incapacité totale de fonctionnement autonome chez des personnes qui semblaient parfaitement adaptées dans des circonstances idéales. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais développé le muscle émotionnel nécessaire par une adversité progressive pendant leur formation. Elles ont été protégées des conséquences, sauvées des difficultés, épargnées de l'inconfort. Le résultat est une fragilité émotionnelle catastrophique, déguisée en sensibilité. Le calcul relationnel est brutal. Si vous devez constamment maintenir des conditions parfaites pour éviter l'effondrement émotionnel de votre partenaire, vous n'avez pas un partenaire, vous avez un fardeau. Votre grand-père pouvait compter sur le fait que sa partenaire resterait solide pendant une guerre, une dépression économique, une tragédie familiale, car elle avait été forgée par de réelles difficultés. Elle avait vu des frères et sœurs mourir de maladies qui sont aujourd'hui trivialement traitables. Elle avait connu de véritables pénuries alimentaires. Elle avait travaillé physiquement dès son jeune âge. Elle avait développé sa résilience par nécessité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter sur quelqu'un pour rester stable lorsque le Wi-Fi tombe en panne, lorsque son restaurant préféré est fermé ou lorsque son vol est retardé. L'inconfort trivial est traité comme un traumatisme existentiel. Un inconvénient mineur est traité comme une crise catastrophique. Voyez-vous ce schéma? Moins une personne a fait face à une réelle adversité,
plus sa réaction aux inconvénients triviaux et dramatiques. C'est une inversion parfaite. Les personnes qui ont traversé de véritables difficultés ont tendance à avoir une perspective équilibrée sur les problèmes mineurs. Les personnes qui n'ont jamais rien traversé de significatif traitent tout comme étant significatif parce qu'elles n'ont pas de référentiel pour calibrer la gravité réelle. C'est pourquoi vous voyez des gens s'effondrer complètement parce que leur commande de nourriture était erronée, parce que quelqu'un a utilisé le mauvais pronom ou parce qu'un post sur les réseaux sociaux n'a pas reçu la validation attendue. Ce n'est pas que ces problèmes soient objectivement graves, c'est que la personne n'a jamais développé la capacité de gérer l'inconfort, donc un inconfort minime lui semble maximal. L'inversion paradoxale, protéger quelqu'un de tout inconfort ne crée pas la force, mais une dépendance pathologique. Quand les parents protègent leurs enfants de toutes les difficultés, quand ils suppriment tous les obstacles, quand ils s'assurent que l'enfant n'expérimente jamais l'échec ou la frustration, ils ne lui rendent pas service. Ils créent un adulte émotionnellement handicapé. Parce que la résilience n'est pas une caractéristique innée, c'est une compétence développée par la pratique. On apprend à gérer l'adversité uniquement en faisant face à une adversité progressivement plus grande au fil du temps. Si l'on ne fait jamais face à rien, on ne développe rien. On arrive alors à l'âge adulte avec ses défis inévitables et l'on n'a pas les outils émotionnels nécessaires pour y faire face. Résultat, effondrement constant, victimisation perpétuelle, incapacité à fonctionner de manière autonome. Les hommes qui permettent aux femmes de faire face aux conséquences naturelles de leur choix ne sont pas cruels. Ils sont les seuls à offrir une opportunité de développer une réelle résilience. Quand vous laissez quelqu'un échouer, quand vous lui permettez d'expérimenter l'inconfort, quand vous ne courez pas à la rescousse chaque fois que les choses deviennent difficiles, vous lui offrez le cadeau de la compétence. Vous lui permettez de développer la confiance authentique qui vient de la victoire sur de réelles difficultés. La fausse confiance vient d'une validation externe constante. La vraie confiance vient du fait de se prouver à soi-même que l'on peut relever des défis. Mais cela nécessite de permettre aux défis d'exister plutôt que de les supprimer constamment. Voici un exemple concret qui illustre parfaitement ce principe. Imaginez une femme qui n'a jamais géré ses propres finances parce qu'il y a toujours eu quelqu'un pour le faire à sa place. D'abord, ce furent ses parents qui payaient tout, lui donnaient une généreuse somme d'argent de poche, ne l'ont jamais forcé à travailler ou à comprendre la valeur réelle de l'argent. Puis ce fut son petit ami qui insistait pour payer toutes les factures, tous les dîners, tous les voyages, parce qu'il voulait la gâter. Puis ce fut son mari qui a assumé l'entière responsabilité financière pendant qu'elle dépensait librement sans budget ni planification. Elle arrive à 30-40 ans sans une seule compétence financière de base. Elle ne sait pas faire un budget, elle ne comprend pas les intérêts composés. Elle n'a aucune idée de ce que coûte réellement le maintien de son style de vie. Elle n'a jamais eu à prendre une décision financière difficile ou à vivre avec les conséquences de mauvais choix. Que se passe-t-il si la relation se termine, que ce soit par un divorce ou par sa mort? Elle est complètement, catastrophiquement mal préparée à l'indépendance financière. Elle va se noyer dans les dettes, faire des choix financiers désastreux, potentiellement tout perdre parce qu'elle n'a jamais développé la compétence de base qui aurait dû être cultivée des décennies plus tôt. Maintenant, comparez cela avec une autre femme qui a été forcée de gérer ses propres finances dès son plus jeune âge. Peut-être que ses parents ont insisté pour qu'elle trouve un emploi à 16 ans. Peut-être qu'elle a dû payer ses propres études universitaires grâce à des bourses, des prêts et du travail. Peut-être qu'elle a vécu seule dans la vingtaine et a dû apprendre à faire compter chaque centime. Au fil de ces années, elle a appris à faire un budget méticuleux, à économiser de manière cohérente, à investir judicieusement, à prendre des décisions financières responsables, même lorsqu'elles étaient inconfortables. Si sa relation se termine pour une raison quelconque, que se passe-t-il? Elle est parfaitement capable de continuer à fonctionner. En fait, elle gérait probablement déjà la moitié des finances du couple de toute façon. Elle a un compte d'épargne solide, des investissements diversifiés, une compréhension claire de ses besoins financiers. La transition peut être émotionnellement difficile, mais financièrement, elle est préparée. Laquelle de ces deux femmes est la plus véritablement émancipée? Évidemment la seconde. Elle a un pouvoir réel qui vient d'une compétence réelle. Mais laquelle des deux a été la plus gâtée, la plus bien traitée par ses parents et ses partenaires?
La première. Et voici l'ironie cruelle que beaucoup de gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens confondent le fait de gâter avec l'amour, alors qu'en réalité, gâter est une forme insidieuse de négligence. Quand vous faites tout pour quelqu'un, quand vous supprimez toutes les difficultés, quand vous n'exigez jamais de compétences, vous négligez votre responsabilité fondamentale de préparer cette personne à affronter la réalité inévitable que nous affrontons tous finalement seuls. Maintenant, relions tous ces points. Vous avez une femme qui a été conditionnée à croire que son existence est une valeur suffisante, qui n'a jamais développé la réciprocité parce qu'on ne l'a jamais exigée, qui interprète les limites comme des attaques parce qu'elle n'a jamais fait face à de vraies limites, qui utilise la manipulation parce que ça a toujours fonctionné, qui évite la responsabilité parce qu'elle a toujours réussi à blâmer les autres, qui exige sans contribuer parce qu'elle a toujours reçu sans donner, qui s'effondre sous une adversité minimale parce qu'elle n'a jamais développé de résilience. Que se passe-t-il lorsque cette femme rencontre un homme qui n'accepte rien de tout cela, quand il exige une réciprocité authentique, quand il maintient des limites fermes, quand il est immunisé contre la manipulation, quand il impose la responsabilité, quand il valorise la capacité, quand il ne la sauve pas des conséquences? Initialement, elle essaie tout ce qui a toujours fonctionné: le drame, les pleurs, les menaces, la victimisation. Rien de tout cela ne fonctionne. Il reste calme, ferme, imperturbable. Alors, elle intensifie. Elle augmente l'intensité. Plus de drame, plus de pleurs, plus de menaces, plus de victimisation. Il ne bouge toujours pas. À ce stade, elle fait face à une crise existentielle. Tout son modèle de fonctionnement des relations est contredit. Elle a deux options. La première, reconnaître que son modèle était erroné, faire le dur travail de développement personnel, grandir émotionnellement, devenir une partenaire capable de réciprocité authentique. La seconde, décider que c'est lui le problème, l'étiqueter comme narcissique, abusif ou tout autre terme psychologique qui lui permet d'éviter l'introspection et partir à la recherche du prochain homme qui tolérera son comportement. Statistiquement parlant, la majorité choisit la deuxième option. Pourquoi? Parce que la première option est extrêmement difficile. Elle exige d'admettre que l'on a eu tort. Elle exige de faire face à ses propres insuffisances. Elle exige un travail acharné sans garantie de succès. Elle exige une vulnérabilité authentique plutôt qu'une vulnérabilité performative. Elle exige de développer de réelles compétences plutôt que de simplement exiger la reconnaissance. La deuxième option est facile. Vous le blâmez simplement, vous gardez votre image de soi intacte et vous trouvez la prochaine cible. Et étant donné que le marché des relations est plein d'hommes désespérés, elle trouvera probablement quelqu'un rapidement. Alors pourquoi faire le travail difficile quand le chemin facile est disponible? Mais voici ce qu'elle ne réalise pas. Chaque fois qu'elle choisit le chemin facile, elle renforce ses schémas destructeurs. Chaque relation qu'elle sabote par un comportement de gâté rend la prochaine relation encore plus difficile. Parce qu'elle accumule un bagage émotionnel, développe du cynisme, perd sa capacité à faire confiance et à être digne de confiance. Et finalement, généralement vers 35 ou 40 ans, le marché des relations change radicalement. Les hommes de grande valeur ne sont plus intéressés. Elle ne peut plus attirer le type d'homme qui acceptait son comportement quand elle avait 25 ans. Et soudain, elle fait face aux conséquences cumulées de décennies de mauvais choix. Mais à ce stade, les schémas sont si profondément enracinés que le changement devient exponentiellement plus difficile. C'est une tragédie observable qui se produit à une échelle massive. Vous pouvez le voir dans les statistiques sur le bonheur relationnel. Les femmes modernes rapportent des niveaux de bonheur relationnel plus bas que n'importe quelle génération précédente, bien qu'elles aient plus de liberté, plus de ressources, plus d'options que n'importe quelle femme dans l'histoire de l'humanité. Comment est-ce possible? Parce que la liberté sans responsabilité ne mène pas au bonheur. Les options, sans la capacité de choisir judicieusement, ne mènent pas à la satisfaction. Les ressources sans réciprocité ne mènent pas à des relations significatives. Et le système moderne a donné tout le premier tout en décourageant activement tout le second. Le résultat est une génération de personnes profondément malheureuses malgré des privilèges sans précédent. Laissez-moi être explicite sur quelque chose. Je ne dis pas que toutes les femmes modernes sont comme ça. Je dis qu'il existe des schémas culturels qui encouragent ce comportement.
et que de nombreuses femmes tombent dans ces schémas parce qu'ils sont renforcés par toute la structure sociale qui les entoure. Et je ne dis pas que les hommes sont parfaits. Il y a beaucoup d'hommes dysfonctionnels, beaucoup d'hommes gâtés, beaucoup d'hommes qui n'ont jamais développé une capacité relationnelle adéquate. Mais l'accent ici est mis sur une dynamique spécifique qui se produit lorsque quelqu'un conditionné à avoir tous les droits rencontre quelqu'un qui refuse de participer à cette dynamique. Et cette dynamique a des caractéristiques identifiables qui transcendent le genre, mais se manifestent de manière spécifique en fonction de la socialisation des différents genres. Maintenant, parlons de ce que vous faites avec cette information. Premièrement, reconnaissez les schémas. Lorsque vous envisagez une relation avec quelqu'un, observez comment elle réagit à une adversité mineure. Observez comment elle traite les personnes qui ne peuvent rien lui offrir. Observez comment elle gère le fait de ne pas obtenir ce qu'elle veut. Observez si elle assume la responsabilité de ses actions ou si elle blâme toujours des facteurs externes. Observez si elle offre une réciprocité authentique ou si elle ne fait qu'extraire. Ce sont des indicateurs beaucoup plus fiables du vrai caractère que tout ce qu'elle peut dire sur elle-même. Les gens mentent constamment avec des mots. Les actions mentent rarement. Deuxièmement, fixez des limites dès le début. N'attendez pas que la relation soit établie pour commencer à communiquer ce que vous acceptez et n'acceptez pas. Faites-le immédiatement. Et lorsque vous fixez une limite, tenez-la absolument. Ne cédez pas sous la pression émotionnelle. Ne faites pas d'exception, car chaque fois que vous cédez, vous enseignez que vos limites sont négociables et qu'une pression émotionnelle suffisante vous fera capituler. Vous voulez enseigner le contraire. Vous voulez enseigner que vos limites sont fermes et que le drame émotionnel ne changera rien à cela. Cela demande une force considérable au début, car il y aura des tests. Elle testera pour voir si vous tenez vraiment ce que vous avez dit. Réussissez ces tests et la relation a une chance. Échouez et vous avez établi un précédent selon lequel vous pouvez être manipulé. Troisièmement, exigez une réciprocité concrète. N'acceptez pas de paroles en l'air ou de promesses futures. Exigez une démonstration actuelle de valeur et de contribution. Si vous planifiez tous les rendez-vous, arrêtez. Voyez si elle prend l'initiative. Si vous payez tout, arrêtez. Voyez si elle propose de contribuer. Si vous faites tout le travail émotionnel pour maintenir la relation en vie, arrêtez. Voyez si elle compense. Si elle ne fait aucune de ces choses, vous avez votre réponse sur son niveau d'investissement. Et vous pouvez prendre des décisions éclairées, basées sur des preuves réelles, plutôt que sur l'espoir ou un potentiel imaginé. Quatrièmement, soyez prêt à partir. C'est absolument essentiel. Si vous n'êtes pas prêt à quitter une mauvaise relation, vous n'avez aucun pouvoir de négociation. Elle sait qu'elle peut faire n'importe quoi et que vous resterez. Cela supprime toute incitation pour elle à s'améliorer. Vous devez être sincèrement à l'aise avec la possibilité d'être seul, pas comme un bluff, mais comme une réalité. Parce que la vérité est qu'être seul est infiniment mieux que d'être dans une relation destructive. La solitude temporaire est inconfortable. Une relation toxique est destructrice. L'un est un inconvénient mineur, l'autre est un dommage à long terme. Le choix est évident quand on y pense clairement. Cinquièmement, n'essayez de sauver personne. Vous ne pouvez pas réparer une personne brisée. Vous ne pouvez pas aimer quelqu'un jusqu'à la santé émotionnelle. Vous ne pouvez pas vous sacrifier suffisamment pour combler le vide existentiel de quelqu'un d'autre. Tenter de le faire est une garantie d'échec et de souffrance. Le seul chemin vers un changement authentique est que la personne choisisse de changer par elle-même. Vous pouvez offrir une opportunité en maintenant vos standards. Vous pouvez créer un environnement où la croissance est possible en ne tolérant pas la dysfonction. Mais vous ne pouvez pas forcer la croissance. Et vous ne devriez certainement pas sacrifier votre bien-être en essayant. Car si vous vous détruisez en essayant de sauver quelqu'un, il y a maintenant 2 personnes détruites au lieu d'une. Sixièmement, développez votre propre valeur de manière indépendante. Soyez quelqu'un qui apporte une réelle capacité à une relation. Développez des compétences. Cultivez des intérêts. Maintenez des relations sociales en dehors de la sphère romantique. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Construisez une stabilité financière. Soyez une personne additive plutôt que soustractive, car voici la vérité. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. Si vous êtes une personne de grande valeur avec de réelles capacités, vous attirerez des partenaires similaires. Si vous êtes une personne dysfonctionnelle et en manque, vous attirerez des parasites qui exploitent cette dysfonction.
Donc le travail principal n'est pas de trouver la bonne personne, c'est de devenir la bonne personne. Le reste suit naturellement. Et enfin, comprenez que des relations saines sont le résultat de deux personnes saines choisissant de construire quelque chose ensemble. Il ne s'agit pas de trouver la personne parfaite, il s'agit de deux personnes imparfaites mais fonctionnelles qui s'engagent dans une croissance mutuelle, une réciprocité authentique et un partenariat réel. Cela exige que les deux personnes apportent une maturité émotionnelle, une capacité d'autorégulation, une volonté de rendre des comptes, des compétences pratiques et un caractère solide. S'il manque à l'un des côtés l'un de ces éléments fondamentaux, la relation ne fonctionnera pas, peu importe les efforts de l'autre côté. Revenons maintenant à la question centrale. Que se passe-t-il vraiment quand une femme gâtée rencontre un vrai homme? Elle fait face pour la première fois de sa vie à quelqu'un qui ne tolérera pas le comportement qui a toujours été toléré. Quelqu'un qui exigera d'elle des choses qui n'ont jamais été exigées. Quelqu'un qui la tiendra responsable de manière dont elle ne l'a jamais été. Et cela crée une crise existentielle, car cela force une confrontation avec l'inadéquation fondamentale qui a toujours existé, mais qui a été masquée par la tolérance des autres. C'est un moment de vérité où elle doit choisir entre une croissance authentique ou la poursuite de schémas destructeurs avec quelqu'un de plus complaisant. Et voici la réalité que peu admettent. La plupart des gens ne veulent pas de croissance authentique. La croissance est douloureuse. Elle exige d'admettre ses échecs. Elle exige un travail acharné. Elle exige un changement fondamental de comportement. Il est beaucoup plus confortable de rester exactement comme on est et de simplement trouver quelqu'un qui accepte votre version dysfonctionnelle. Et étant donné qu'il y aura toujours des gens désespérés, prêts à accepter des miettes, la stratégie d'éviter la croissance semble fonctionner. Jusqu'à ce qu'elle cesse de fonctionner. Généralement quand on est trop vieux, trop endommagé et trop seul pour avoir encore beaucoup d'options. Donc, si vous êtes un homme qui regarde ceci, voici ce que vous devez comprendre. Maintenir des standards élevés n'est pas de la cruauté. Exiger la réciprocité n'est pas de l'égoïsme. Imposer des limites n'est pas du contrôle. Rechercher la responsabilité n'est pas de l'abus. Valoriser la capacité n'est pas de la superficialité. Permettre des conséquences naturelles n'est pas un manque de compassion. Toutes ces choses sont nécessaires pour des relations saines. Et si quelqu'un interprète l'une d'entre elles comme problématique, cette personne n'est pas prête pour une relation adulte et mature. Vous ne pouvez pas y remédier. Vous ne devriez pas essayer. Votre seule option responsable est de vous retirer de la situation et de lui permettre de faire face aux conséquences de ses choix jusqu'à ce qu'elle soit motivée à changer. Et si vous êtes une femme qui regarde ceci, voici ce que vous devez comprendre. Si vous reconnaissez ces schémas en vous-même, vous avez l'opportunité de faire des changements avant qu'il ne soit trop tard. Reconnaissez que la validation externe ne construit pas de valeur réelle. Reconnaissez que la réciprocité est une exigence, pas une option. Reconnaissez que les limites sont saines, pas oppressives. Reconnaissez que la responsabilité est le chemin vers la croissance, pas une punition. Reconnaissez que la capacité vaut plus que les exigences. Reconnaissez que la résilience ne vient que de l'adversité. Et plus important encore, reconnaissez que l'homme qui exige ces choses n'est pas votre ennemi. Il est exactement le type de partenaire dont vous avez besoin pour devenir une meilleure version de vous-même. Parce que voici la vérité finale. Les relations n'existent pas pour vous valider. Elles existent pour vous mettre au défi de devenir une meilleure version de vous-même. Une relation saine est celle où deux personnes s'élèvent mutuellement par des standards élevés, des attentes réciproques et un engagement partagé envers la croissance. Une relation dysfonctionnelle est celle où une ou les deux personnes s'installent dans la médiocrité, parce que c'est plus confortable que la croissance. Et le système moderne encourage le second type, en validant le sentiment que tout nous est dû, en décourageant la responsabilité et en punissant les standards élevés. Mais vous n'êtes pas obligé de participer à ce système. Vous pouvez choisir différemment. La vérité que personne ne veut admettre est la suivante. Les vrais hommes ne sont pas rares parce que les hommes ont changé. Ils sont rares parce que les schémas culturels ont puni la masculinité fonctionnelle tout en récompensant la dysfonction relationnelle. Quand un homme maintient ses standards, on le traite de contrôlant. Quand il exige la réciprocité, on le traite d'égoïste. Quand il impose des limites, on le traite d'abusif. Quand il valorise la capacité, on le traite de misogyne.
Tout le système est configuré pour faire douter les hommes de leurs propres instincts et standards, pour leur faire sentir qu'exiger un traitement décent de base, c'est trop demander, pour leur faire croire que tolérer un comportement inacceptable est la seule façon de démontrer de l'amour. Mais quand ces hommes rares apparaissent, qui refusent d'intérioriser cette programmation, qui maintiennent leur intégrité malgré une pression sociale massive, qui exigent la réciprocité peu importe à quel point on les étiquette comme problématiques, ce ne sont pas eux le problème. Ils sont la solution dont personne ne veut admettre que nous avons désespérément besoin. Parce que c'est seulement en maintenant des standards inébranlables qu'un changement culturel devient possible. C'est seulement lorsque suffisamment d'hommes refusent de participer à des dynamiques destructrices que l'incitation au changement apparaît. C'est seulement lorsque les femmes font face aux conséquences réelles d'un comportement de gâté que la motivation pour la croissance apparaît. Alors, que se passe-t-il vraiment quand une femme gâtée rencontre un vrai homme? Elle fait face à un choix, grandir ou partir, se développer ou chercher quelqu'un qui tolérera la médiocrité, devenir une partenaire capable ou rester une dépendante émotionnelle. Et ce choix révèle son vrai caractère. Il ne s'agit pas de la capacité initiale. Nous commençons tous incompétents en matière de relations. Il s'agit de la volonté d'apprendre, de grandir, de changer. La personne gâtée refuse ce choix et blâme l'homme de le lui avoir présenté. La personne saine embrasse ce choix et remercie l'homme pour l'opportunité de croissance. L'une voit le défi comme une injustice. L'autre voit le défi comme un cadeau. Et si vous comprenez tout cela maintenant, si vous voyez clairement les schémas, si vous reconnaissez les dynamiques dans votre propre vie, vous avez une connaissance que la plupart des gens n'ont pas. Vous pouvez prendre des décisions basées sur la réalité plutôt que sur l'illusion. Vous pouvez choisir des partenaires basés sur une compatibilité authentique plutôt que sur une attirance superficielle. Vous pouvez construire des relations sur une fondation solide plutôt que sur des sables mouvants émotionnels. Mais cela demande du courage. Le courage de maintenir des standards quand tout le monde dit que vous êtes trop exigeant. Le courage de partir quand une relation n'est pas saine, même si vous vous retrouvez seul temporairement. Le courage d'affronter le jugement social pour refuser les normes dysfonctionnelles. Le courage d'être traité de problématique simplement pour exiger une réciprocité de base. C'est la vérité que personne ne veut dire à voix haute. Tout le système est configuré pour vous faire accepter moins que ce que vous méritez, pour vous faire sentir coupable d'avoir des standards, pour vous faire croire que le problème vient de vous lorsque vous observez des schémas destructeurs. Mais le problème n'est pas en vous. Le problème est dans un système qui encourage la dysfonction tout en punissant la fonctionnalité. Et la seule façon de changer le système est de refuser d'y participer. Soyez l'homme qui maintient ses standards, peu importe la pression que vous subissez. Soyez la femme qui choisit la croissance même lorsque la stagnation est plus confortable. Soyez la personne qui exige la réciprocité même lorsque la culture dit que vous devriez donner sans recevoir. Parce que c'est la seule façon de construire des relations qui fonctionnent vraiment. Et tout le reste ne fait que prolonger une souffrance inévitable.